On accueille Micheline maintenant au 39 21. Bonsoir Micheline. Bonsoir Olivier, Bonsoir. bonsoir à tous. Je suis contente d'être ce soir sur l'antenne pour pouvoir vous parler, Olivier, des événements qui ont jalonné ma vie, Oui, puis revenir bien en arrière, parce que voyez-vous, je suis née en 1939 oui. et c'était bon le commencement de la guerre, quoi. Mhm. J'avais donc 4 ans. Mais je vais commencer d'abord par mon histoire par le début. Mes parents, mon père était donc enfant unique de paysans très pauvres. Il était comptable, il est né en 1901. Ma maman était allemande, elle était fille de bourgeois. Elle est née en 1902. Elle était interprète. Mon papa a connu ma mère pendant l'occupation qu'il y a eu en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Et de leur union est né 12 enfants. Je suis la 9e de cette fratrie. Bon, vous dire, Olivier, que ma vie, c'était pas un conte de fées. Lorsque papa a ramené ma maman au village, tous voulaient voir la bosse. Maman a beaucoup souffert de vivre ainsi. La maison, il n'y avait pas du tout de confort, il y avait une seule chambre que papa et maman occupaient, et les grands-parents vivaient, eux, dans la cuisine où il y avait un lit de coin. Pour le repas, bien sûr, c'était cuit dans la cheminée, et l'eau était tirée au puits. La grand-mère, la mère de mon père donc, ne supportait pas l'élégance de maman. Maman était très belle. Et un jour, elle partit donc faire à la foire, et elle a ramené à ma mère un tablier noir, une blouse noire et des sabots. Quand elle les a remis à maman, maman s'est étonnée, elle dit mais pourquoi faire? Ben, pour curer les vaches. Là, ma mère, elle tombait vraiment de haut, elle a beaucoup souffert. Et mon père a compris qu'il ne pouvait pas laisser ma mère dans ce coin-là, parce que lui-même travaillait à Paris, à la SNCF, à la gare d'Austerlitz, comme comptable. Donc, il s'est dépêché de faire venir ma mère sur Paris. Ils ont fait construire une maison pas loin, en banlieue. Et là, ça a été des jours heureux jusqu'en 1942, où tout s'est gâté, quoi. Alors, vous dire la souffrance, l'insupportable, quoi. Ça me fait drôle d'en Mais parler, mais oui, enfin, je me doute. il faut quand même des fois prendre son courage. Et donc, de ça, en 1942, donc, tout allait à peu près, pas à peu près, mais un jour, il y a, par la dénonciation, puis toutes ces choses de guerre, la délation et autres, on a été dénoncé. Comme papa était communiste, maman était allemande, donc une traite pour son pays. Elle a été donc arrêtée en 1942 et interrogée par la Gestapo à Enghien. Et je peux vous dire que ce jour-là, elle a échappé de peu et que le pire ne soit pas arrivé pour nous Oui. tous. Mhm. Il y avait un garde devant la porte, donc, où elle était interrogée, ma maman. Et soudain, il y a le garde frappe à la porte pour dire au commandant, mon commandant, le fleuriste demande à qui il doit livrer les fleurs. Le commandant regarde à sa montre et dit à ma mère, bon, partez, mais on se reverra demain. Donc, ma mère est revenue à la maison, bien sûr. Mon père, ça a été un grand choc quand même, et puis tout heureux de retrouver sa femme, quoi. Hein. Et puis là, dans la nuit, il y a une moto qui s'arrête devant la porte, et mon père ouvre les volets, tout ça, puis il voit que c'était un Allemand. Il s'est dit, ça y est, un camion qui va suivre derrière, on va tous être arrêtés, quoi. Et puis ma mère, elle a parlé à l'allemand, elle a demandé ce qui se passait. Alors l'allemand lui a dit, madame, demain, vous allez tous être arrêtés. Surtout, partez ce soir, partez. Il dit, je vous préviens parce que j'ai laissé une femme en Allemagne avec des enfants, et si la même chose lui arrivait, j'aimerais que quelqu'un la sauve. Donc on est parti en pleine nuit, là, on a pris le train à la gare d'Austerlitz pour descendre donc dans le Lot-et-Garonne, bien sûr. Hein. Mais on a eu des problèmes à la gare d'Orléans-les-Aubrais, je crois que ça s'appelait comme ça, les bombardements. Mais on a réussi quand même à aller jusqu'à Libourne. De Libourne, on a voulu pouvoir déjeuner le matin, mais personne n'a voulu nous servir parce qu'on n'avait pas de carte d'alimentation, on n'avait aucun papier, puisque les Allemands avaient tout gardé, tout pris à ma mère, quoi. Enfin, on est arrivé donc dans le coin,
Et puis mon père est allé voir sa mère en lui demandant si on pouvait habiter chez elle, quoi. Et elle a dit non, non, je veux pas. Toi, tu peux rester, mais pas ta boche ni tes enfants. Donc là, mon père a réussi à avoir un ami qui était le maire à Tonnes. Je ne sais pas si vous connaissez Tonnes, c'est dans Lot-et-Garonne d'ailleurs. Et cet ami a pu nous loger, mais ça n'a pas duré longtemps, quoi. Puis j'ai une sœur qui est venue juste à ce moment-là, en janvier 1943, ma sœur est née à Tonnes. Et on a été donc d'un côté et de l'autre, on dit toujours dénoncer. Mais je peux remercier le maire de Tonnes qui nous a donné un beau logement pour nous cacher. Après de ça, bon, comme ça n'allait plus, on est reparti sur Villeneuve. Et là, sur Villeneuve, c'était vraiment, vraiment la catastrophe parce qu'on a été dénoncés. Ma mère étant allemande, mon père était communiste et mon frère était lieutenant du bataillon Prosper. C'était le lieutenant Lartigue de son nom de résistant, quoi. Et là, là, on a eu enfin des très, très gros problèmes et on a eu la chance d'être sauvés, quoi, parce que on avait recueilli un Anglais qui était blessé à la jambe. Ma mère, le maquis l'avait emmené chez ma mère. Ma mère, je me rappellerai, le soignait du Daquin puis des sulfamides, puisque la pénicilline n'existait pas à cette époque. Et bon, et un jour, nous, on devait rentrer à telle heure pour faire notre toilette. Ma maman était très stricte sur ce point-là. Et mon camarade de jeu, lui, il avait le droit d'aller faire le va-et-vient sur la route en vélo. Et au bout de la route, il y avait un camion allemand qui demandait où était la famille. Je peux dire mon nom ou je peux pas? Bah, c'est vous qui choisissez, hein, ma chère Micheline. Bon, ben écoutez, la famille Chabreau. Donc le gosse, il aurait pu lever la main puis dire moi je sais. Et puis il est vite venu en vélo puis il a dit Madame Chabreau, il y a les Allemands qui demandent où vous habitez. Et puis là, à ce moment-là, on avait donc cet Anglais qui était blessé, qui dormait sur la soupente de l'escalier. Et il y avait une chambre qui donnait sur la voie ferrée. Et au bout de la voie ferrée, il y avait une espèce de, je ne sais pas comment on dit, comment on appelle ça, pas un, oh, Un garage non, vous savez, c'est ces trucs creusés dans la terre, là, comment on appelle ça? Comme pendant la guerre, les soldats faisaient sur le front, Ah, des quoi. tranchées. Des tranchées, c'est cela. Mhm. Donc nous, on connaissait ça, c'était des tranchées qui dataient de la guerre de 14-18, Oui. j'en sais rien, c'était au bout Mhm. de la voie ferrée. Mais nous, on n'avait pas l'habitude de nous y amuser, quoi. Alors, voilà. Donc, ma mère, là, ils ont fait passer l'anglais par la fenêtre. Mon frère, qui venait voir l'anglais pour lui porter des vivres pour ma mère, pour pouvoir s'occuper de lui. Puis nous, on n'avait rien non plus. Parce que les Allemands, ils avaient tout gardé, comment on appelle ça, les cartes d'alimentation. Vous savez, les petits tickets pour le pain et pour autre, quoi. Oui, oui. Donc, on n'avait rien du tout. Et donc, mon frère était donc venu. Heureusement d'ailleurs, parce que ma mère, elle n'aurait pas pu passer le pauvre anglais par la fenêtre pour pouvoir le conduire à ce refuge, quoi. Et à peine ils étaient partis, mais je vous jure, Olivier, à peine ils étaient partis, les Allemands sont entrés, mais alors comme des fous dans la maison, dans la cave, le grenier, les voisins, partout, et ils n'ont rien trouvé. Ils sont repartis comme ils sont venus. Oui. Voilà. Et ce qu'il y a, voyez-vous, si aujourd'hui je vous en parle, c'est que c'est ce jeune-là qui nous a sauvé la vie, parce que je ne pense pas qu'on aurait pu nous en sortir comme Ce ça, petit quoi. jeune avec le vélo. Oui, ce petit jeune, oui, il devait avoir 12 ou 13 ans. Oui, Mais je oui. l'ai jamais revu depuis parce qu'on a beaucoup déménagé à droite à gauche. Il fallait se cacher, hein, on ne pouvait pas faire autrement, hein. Et j'ai jamais pu lui dire merci, ne serait-ce que de dire à ses enfants ou à ses petits-enfants quel était leur grand-père et leur père, quoi, parce que il a sauvé une famille, il a peut-être sauvé le bataillon des résistants, enfin, toute une famille, et puis l'anglais aussi. Parce que vous savez, pendant la guerre, toute personne qui hébergeait un anglais devait être fusillée sur place, les cousins, les cousines et tout le monde, hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les tracts qu'il y avait partout affichés en ville, hein. Donc voilà. Alors là, depuis, on avait redéménagé encore. Mon père travaillait à la gare de Villeneuve comme comptable. On a encore déménagé, on est venu à la campagne. Mais ma grand-mère, elle ne nous supportait pas tellement, mais enfin, elle faisait semblant. Et là-bas, ça avait l'air d'à peu près
On était à peu près au calme, quoi. Et puis un jour, moi, j'étais censée porter une musette pour cet Anglais qui était caché dans un coin, mais je ne voyais jamais personne. Hein. Et je devais reprendre une musette vide qui était dans le fossé. Oui. Et puis je faisais semblant, j'allais chez ma grand-mère parce que c'était moi qui pouvais passer inaperçu en fait, hein, Oui. parce que Oui. j'étais petite. Oui. Et je disais donc si quelqu'un devait me questionner, que j'allais chez ma grand-mère garder les moutons et puis voilà, pourquoi qu'est-ce que t'as dans la musette? Ah ben j'ai mon goûter et puis et en revenant pour retourner à la maison, je passe à travers le champ et je vois de la route une voiture qui est arrêtée au bord de la route et puis deux personnes qui descendaient, qui prenaient le chemin pour aller à la maison. Ma mère était en train de laver du linge, elle était sur les tilleuls. Et les gens, ces deux types-là, c'était des miliciens, ils m'ont pris par le corps, ils m'ont fichu contre le mur de la grange, avec la mitraillette sur la Oh là poitrine, là. en me disant, puis ils m'ont traité de tous les noms, mais je ne savais pas que c'était des mots vulgaires. Ils m'ont giflé et tout, puis l'autre, il m'a pointé la mitraillette sur le ventre, quoi. Et je voyais ma mère qui voulait se précipiter, puis finalement, elle a réagi que si elle le faisait, c'est elle qui prenait un coup de mitraillette, quoi. Et finalement, je n'ai jamais parlé, parce que d'abord, j'avais vu personne. Hein. Moi, je portais une musette, mais c'était pour aller goûter avec ma grand-mère, quoi, puis c'est tout. Et bien, c'était les miliciens. Voilà. Alors, ils sont repartis, parce que je n'ai jamais rien parlé. Mais enfin, ma mère, après, elle pleurait, puis elle m'a pris dans ses bras, mon pauvre petit, mon pauvre petit. Et ils sont repartis en piquant l'appareil Kodak à mon père, puis des bouts d'oreilles que ma pauvre maman possédait, comme c'est tout. Et ils sont partis comme ils sont venus, mais vous savez, après, j'en ai vu d'autres, parce que on avait des amis aussi qui ont été tués, de femmes, je ne sais pas, je l'avais dit à Florian d'ailleurs. On avait des voisins qui nous aidaient à nous porter un peu de viande parce que on vivait plus que misérablement, vous voyez. Alors de temps en temps, on nous donnait des œufs. Mes frères étaient très jeunes, ils travaillaient. Ils avaient 12-13 ans, mais ils partaient aider les paysans et comme ça, ils avaient un petit quelque chose. Et puis donc, un jour, mon frère était parti, il avait 14 ans, aider cette femme, parce qu'elles étaient toutes les deux seules, le mari, je sais pas où il était parti. Et la dame a dit à mon frère, tu sais Jacques, il faut que tu ailles au village chercher du sel pour le saloir. Et si tu vois le facteur, dis-lui qu'il vienne manger à la maison. C'est une coutume quand on tue le cochon à la campagne d'inviter le facteur et lui donner des bricoles, quoi. Hein. Mhm. Et quand ils sont revenus, eh ben la fille elle était assassinée devant sa porte. Et la grand-mère qui voulait monter l'escalier pour aller, pardon, pas l'escalier, l'échelle, pour monter au grenier, elle a été assassinée aussi. Et le fils a été arrêté, ils lui ont arraché les yeux. Il s'appelait Jasmin, et puis on n'a jamais retrouvé le corps de leur fils. Ce Voilà mon garçon, histoire. Pardon? cette histoire, votre histoire était. C'est pour ça Ben, que vous savez, je l'ai écoutée religieusement parce que c'est une belle histoire et vous savez, il y a beaucoup de choses que je sais, mais ça serait bien trop long à vous raconter, quoi. Par exemple, en 1944, quand ils ont arrêté tous les juifs qui avaient dans le coin, les prisonniers politiques et autres qui se trouvaient à la prison d'Aix. Il faisait très très chaud, très en juin 1944. Je crois que je ne me trompe pas dans les dates. Et j'entendais les petits pleurer, crier. Il y avait les prisonniers politiques qui avaient des boulets aux pieds, pardon. Ça traînait sur le bitume, ça faisait un bruit. Et il faisait chaud. Mais je ne comprenais pas pourquoi les enfants pleuraient, criaient. Vous savez, j'ai du mal même aujourd'hui d'en parler parce que ça me fait mal. ouais, c'est quelque chose que vous n'avez jamais oublié, ça. Mais on ne peut pas oublier. Mes enfants me disent, mais maman, depuis tant d'années, tourne la page. Ben, bien sûr, quand on est jeune, il y a la vie fait qu'on pense beaucoup moins. On a Bien sa sûr. vie, on Puis a des enfants. quand on n'a pas connu ça, Il faut le vivre pour le comprendre. bien Et sûr, puis, moi, mon ressenti, c'est pas tellement pour moi, mais il y a tellement de gens qui n'ont pas eu la chance de survivre à cette guerre, vous voyez. Moi, après, j'ai compris la haine qu'avaient les gens dans les villages quand on regarde les monuments aux morts. Dans les villes, dans les villages, combien d'enfants ils ont perdu dans les guerres. Alors, vous savez, avec cette guerre d'Ukraine, ça me fait tout revenir en bien mémoire. sûr, Et puis, bien sûr. c'est de la souffrance qu'ils endurent. Et ça fait mal. Et cette guerre Voilà. en Ukraine, en plus, Alors, il y vous a, savez, il il y y a des a, il y choses a, qu'on ne il y peut a- pas oublier. Puis, j'ai eu des frères qui ont été extraordinaires parce que, vous savez, moi, j'avais un frère à 13 ans, il labourait les champs avec la charrue, hein, à 13 ans.
Et puis il était chez des gens où il sortait les vaches, et en cachette, il trayait une vache, puis il mettait les bouteilles de lait près d'une source, dans une source. Et quand il est rentré à la maison, il allait récupérer les 2 bouteilles de lait pour pouvoir nourrir ma soeur, parce que ma soeur est née en janvier 43. Alors, vous voyez, tout ça, vous ne pouvez pas l'oublier. Et puis, Oui. on n'avait rien. On n'avait pas de sel, on n'avait pas de pain. Alors, mon frère, des fois, il attrapait au collet des lapins, mais il fallait les faire cuire à l'eau. On n'avait rien d'autre. Hein. Oui. Vous devez connaître la valeur des choses et vous avez dû transmettre ça à vos enfants, Micheline. Ah oui, pour ça, vous savez, d'abord, j'ai eu un papa qui était extraordinaire. Après la guerre, quand il nous a promenés dans Paris, tout ça, on était tous habillés pareil. Et il y a des gens, quand ils les voyaient avec sa grande famille, ils disaient « Mais c'est une colonie de vacances, c'est quoi ?» Oh, mon père dit « Mais non, c'est mes enfants. » Il était fils unique, alors vous savez, pour lui, avoir des enfants, c'était quelque chose Ouais. de formidable. Hein. Mhm. Alors voilà mon histoire, voyez-vous, Olivier, mais c'est un SOS que je vous lance parce que je voudrais savoir si ce garçon, enfin, je pense pas qu'il doit vivre parce que, voyez-vous, moi, je vais quand même, je vais sur mes 88 ans. Et Et, donc, il devait avoir 2-3 ans de plus que moi, mais je ne l'ai jamais revu après ça. Hein. mais il est peut-être en vie, on ne sait jamais. Est-ce que Mais je vous ne sais avez pas, le. parce que j'avais eu affaire à un capitaine qui me dit, mais non, je pense qu'il est décédé. ce- Mais ce- ça, j'en ai jamais eu la vous avez son nom confirmation. Vous avez son nom à ce jeune Oui, homme? oui. Alors, il s'appelait Jean Cassan. Oui, On l'appelait Jeannot. oui, Puis, il avait un signe assez voyant. C'était pas un tatouage, non. Mais sa grand-mère lui avait renversé une casserole de lait. Il se l'avait donc brûlé au cou. Il avait une grande cicatrice. oui. Et, et voilà, quoi. Mais Mais il était. Redonnez-moi le nom du village où il vivait. ah ben, c'était à Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot, oui, Oui, c'est près d'Agen. Hein. d'accord. Et c'était la rue Coquart. Jean Cassan, Jean Cassan, oui. vivant à Villeneuve-sur-Lot, à Oui. côté Ben, c'était à Villeneuve-sur-Lot même. ouais, Hein. à Villeneuve-sur-Lot. Il y a obligatoirement des gens qui nous écoutent ce soir là-bas et qui Parce que voyez-vous, peut-être. je pense qu'il a peut-être raconté l'histoire à ses enfants Ouais, ou à ses petits-enfants, je ne sais pas, parce que moi, en tout cas, je sais une chose, c'est que on jouait tous les deux à faire la guerre, on avait des espèces de fusils en bois, on s'amusait à défendre notre patrie, quoi, parce que comme les grands le faisaient. Et j'ai pas, vous savez bien, avec le temps, je m'en voulais de ne pas avoir dit merci à ce garçon. Parce que moi, j'ai vécu beaucoup à l'étranger aussi. Mais en vieillissant, je me dis, mon Dieu, avant le grand voyage que tu feras, sans prendre de billets de retour, tu n'as pas pu dire merci à ce garçon. et pouvoir peut-être dire merci à ses enfants. Ou à ses petits-enfants. Alors, Parce que vous savez, oui, c'était très très dangereux dans le temps. Mon frère était donc le lieutenant Lartigue au bataillon Prosper. D'ailleurs, c'est quelqu'un, il y en a encore qui sont en vie du bataillon Prosper. Vous pourrez peut-être leur donner mon numéro de téléphone, c'est pas oui, un oui. problème. Ah bah, je vous assure que si on nous joint, on va faire on va vous mettre en rapport chacun et chacune. Je pense qu'on va nous appeler. Hein. Parce que voyez-vous aussi, je me rappelle de certaines personnes qui étaient donc comme mon père, qui travaillaient donc à la SNCF, dans les chemins de fer. Il y avait un monsieur qui s'appelait Patard et un autre qui s'appelait Cazenave. Vous voyez, il y a des noms comme ça qui me reviennent en mémoire. Et peut-être qu'encore eux aussi, ils ont peut-être des gosses qui peuvent se souvenir de tout ça. Puis vous savez, il y avait la mère de Jean-Claude Brouillet, vous savez, l'avion du Blanc. Il était le mari de Marina Vdadi. Oui, oui, d'accord. Voilà. Et sa maman, elle est morte dans d'atroces souffrances aussi. Hein. Et ma mère la connaissait très bien d'ailleurs parce qu'elle faisait partie des femmes françaises. Et elle avait donc, ils avaient rougi la machine à écrire et il la faisait taper sur la machine à écrire avec ses doigts, quoi. Hein. Puis après, elle a été donc déportée dans un camp de concentration en France, dans l'est de la France. Puis elle est morte là-bas, quoi. D'accord. Bon, en Vous tout savez, cas. mais en sorte, je pourrais vous raconter Mhm, à ne plus finir, mais mhm. il faudrait que je ne pense plus à ça, puis c'est tout. Non, en tout cas, Micheline, je vous remercie déjà de nous avoir livré ce témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, bien évidemment, je vous promets que si on nous appelle pour Jean Cassan, hein, qui donc habitait à Villeneuve-sur-Lot, Oui. vous qui nous écoutez, peut-être
peut-être avez-vous connu, pardon, la famille de Jean Cassan à Villeneuve-sur-Lot. N'hésitez pas à nous appeler et nous vous mettrons en rapport avec Micheline. Ça serait quand même formidable que vous puissiez vous parler ou en tout cas évoquer cela avec les enfants, les petits-enfants de ce Jean Cassan. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, Micheline. Oh, je vous remercie infiniment. Je vous en prie, Olivier. je vous en prie. Ça fait mal de parler de tout ça avec cette guerre qui est en Ukraine. Vous savez, ça me fait souffrir aussi. Oui, mais pensez à vos enfants, pensez à vos petits-enfants. Et oui, je sais bien, mais vous savez, c'est la c'est folie. comme ça. C'est la folie du monde. C'est la folie Et du oui, monde. c'est vrai. Et Je vous remercie infiniment. Je vous en prie et merci. Bonsoir à Merci à vous. tous. Bonsoir, Micheline. Au revoir. Au revoir.